Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, l'heure est au dialogue entre les protagonistes de la crise au Sud-Soudan. Les représentants du président Salva Kiir et ceux du chef rebelle Riek Machar sont réunis autour de la table des négociations à Addis Abeba en Éthiopie. Il s'agit de la 9e tentative depuis 2013. Un nouveau texte de loi pour favoriser l'alternance démocratique au Burkina Faso. Le Conseil national de transition propose de modifier l'article 37 de la Constitution. Un président ne pourrait plus rester plus de 10 ans au pouvoir. Le Ghana veut moderniser son chemin de fer, un aménagement coûteux qui pourrait s'élever à $1 milliard et qui devrait permettre de relancer l'activité commerciale et industrielle dans le pays. Reprise ce jeudi 6 août des négociations à Addis Abeba en Éthiopie entre le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le chef rebelle Riek Machar. Les délégations des deux camps ont jusqu'au 13 août pour arriver à un compromis afin de procéder à une signature d'un accord de paix d'ici le 17 août. Les négociations sont, comme pour les 8 fois précédentes, toujours dirigées par l'IGAD, l'autorité intergouvernementale est-africaine. Grazela Chakonte. Cette fois, sera-t-elle la bonne ? Une nouvelle phase de négociation pour une sortie de crise au Sud-Soudan s'est ouverte ce jeudi à Addis Abeba en Éthiopie. Des discussions, une fois de plus, considérées comme celles de la dernière chance, puisqu'elles s'appuient sur un document très complet pour mettre en place une transition pacifique. Les belligérants ont jusqu'au 13 août 2015 pour accorder leur violon. Et si tous sont unanimes quant à l'urgence de restaurer la paix, chaque camp se rejette la responsabilité de la situation actuelle. Ce sont des États que la rébellion armée cherche désespérément à reprendre militairement. Et dans la poursuite obstinée de cet objectif, la rébellion nous a causé la perte de nombreuses vies précieuses, à la fois au sein de la population civile et des forces militaires. Je tiens à porter à l'attention des médiateurs et des parties prenantes du Sud-Soudan que je négocie avec un gouvernement qui a perdu sa légitimité depuis le 8 juillet 2015. Par conséquent, il ne peut continuer à prétendre à une légitimité pour mériter cet avantage spécial dans le partage du pouvoir. En un peu plus d'1 an, 7 accords de cessez-le-feu ont été signés puis violés. Les négociations entre le camp gouvernemental et celui de Riek Machar butent sur un accord de partage du pouvoir. À ce sujet, l'IGAD, l'organisation intergouvernementale est-africaine en charge de la médiation, appelle les protagonistes à privilégier l'intérêt des populations à l'heure où la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Je demande instamment à mes frères et sœurs du Sud-Soudan de reconnaître que ceci est une crise interne. Elle doit être résolue en interne et pas en externe. Nous vous exhortons donc à internaliser cette crise en ce jour même. Malgré le soutien de la communauté internationale à l'égard de l'IGAD pour assumer une médiation plus solide, il semble que l'on soit encore loin d'un compromis. Les négociations ont jusqu'à présent été le théâtre de belles déclarations d'intention. Encore faudrait-il les mettre en application pour aboutir à un accord de paix, l'ultimatum ayant été fixé au 17 août 2015. Le président Alpha Condé est depuis jeudi et jusqu'à dimanche jusqu'au Sénégal. Le dirigeant guinéen effectue cette visite de travail en compagnie du ministre des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Énergie. Un voyage qui aura aussi pour but de consolider les liens diplomatiques entre les deux États, des relations qui avaient été éprouvées par le virus Ebola. Le Sénégal avait alors fermé ses frontières pendant l'épidémie qui a sévi entre 2014 et 2015 et la Guinée avait menacé de suspendre l'exportation de fruits vers le Sénégal. Se dirige-t-on vers une modification de l'article 37 de la Constitution au Burkina Faso? Le Conseil national de transition vient de proposer au gouvernement burkinabé un changement d'envergure. Le texte, s'il est approuvé, devrait limiter tout mandat présidentiel à 10 ans de façon continue ou discontinue. Ibra Radinchai. Au Burkina Faso, le Conseil national de transition a soumis au gouvernement un projet de modification de l'article 37 de la Constitution de la 4e République. Cette modification proposée par l'organe de transition consacre l'interdiction d'exercer les fonctions de président du Faso pendant plus de 10 ans de façon continue ou discontinue. Pour l'institution, cette règle permettra de mettre les institutions à l'abri des forces politiques partisanes et des autres groupes de pression. C'est pour éviter la question de
paradis que nous avons connu avec M. Blaise Compaoré pendant 27 ans. Et puis également la malgouvernance et un certain nombre de corruptions et de faits attentatoires à la liberté constatés pendant les longs règles que nous avons vus. Et donc les députés du CNT, dont moi-même, avons donné notre accord pour cette proposition de révision. Et je pense que lorsque le gouvernement va retourner le projet, nous allons le voter en tout cas à une très grande majorité. Pour les Burkinabés, toute modification qui aide à une meilleure clarification de la vie politique et une bonne compréhension de la Constitution est la bienvenue. La nouvelle modification n'est qu'une clarification de la disposition qui existe. La bonne lecture de l'article 37 tel qu'il est rédigé actuellement est normalement celle-là, qu'un président de la République ne peut passer plus de 10 ans à la tête de l'État burkinabé. Et comme il y a eu des divergences d'interprétation de ce point de vue, le CNT a senti le besoin d'apporter cette précision. Il est vrai que l'esprit amené par le CNT est tout à fait conforme à la démocratie burkinabé, à la démocratie de façon générale, qui est mue par le principe de l'alternance démocratique, le principe du roulement des élites à la tête de l'État. Même s'il est vrai que sur le plan rédactionnel, on peut trouver une formule plus heureuse, l'objectif et l'esprit y est. Il est irréprochable. Donc le CNT a bien fait de préciser les choses de ce point de vue. Rappelons que d'autres modifications concernent l'institutionnalisation de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et l'autorité supérieure de contrôle d'État. $1 milliard, c'est la somme dont le gouvernement ghanéen a besoin en vue de développer son réseau ferroviaire. Secteur stratégique de l'économie ghanéenne, le transport ferroviaire souffre dans ce pays d'un manque d'investissement. Alioune Guindo, Alora Barkela. Le Ghana veut moderniser son réseau ferroviaire. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Transports ghanéen, Difa Akouativor. Pour cela, le gouvernement ghanéen estime avoir besoin d'$1 milliard. En effet, depuis 2008, l'activité ferroviaire ghanéenne est en baisse à cause d'un manque d'investissement. Bon, la problématique qui nous intéresse ici là concernant le Ghana qui se propose de développer le transport ferroviaire à l'intérieur de son économie est une problématique qui est très importante dans la mesure où le ferroviaire, si vous voulez, va contribuer à désenclaver l'ensemble de l'économie ghanéenne, permettre un transport beaucoup plus facile des marchandises et des échanges à l'intérieur du pays. Donc, la démarche du Ghana est une démarche qui est une démarche relativement importante dans la mesure où le Ghana sait que sur le marché international, l'économie ghanéenne a des fondamentaux qui sont, si vous voulez, sur le long terme, relativement stable. Malgré le coût excessif des travaux de modernisation des chemins de fer, un tel investissement pourrait être bénéfique pour l'économie ghanéenne. En plus de pouvoir faciliter les flux commerciaux à l'intérieur du pays, un réseau ferroviaire moderne permettra de relancer les activités industrielles. Dans nos pays, nous savons très bien que les matières premières qui sont exploitées ont besoin, si vous voulez, des moyens de transport lourds. Parce que les investissements sont très lourds dans le ferroviaire, comparé, par exemple, si vous voulez, à l'industrie portuaire comparée aux routiers, c'est-à-dire les transports terrestres, là où vous avez des investissements qui sont lourds mais sensiblement accessibles. Quand vous faites une installation portuaire, vous avez installé un port, c'est vrai que vous aurez besoin de le draguer en permanence, mais pour pouvoir construire un chemin de fer, le rail est beaucoup plus cher. Donc c'est une des raisons pour lesquelles en Afrique nous n'avons pas, si vous voulez, développé ce mode de transport-là. Mais c'est un mode de transport qui est adapté par rapport aux industries lourdes qui sont opérées en Afrique. Pour mobiliser les fonds, le gouvernement ghanéen a engagé des discussions avec de potentiels investisseurs. Cependant, l'inflation économique du pays, qui a atteint 17,5% depuis le début de l'année, ne facilite pas les choses. Au Nigeria, une start-up développe une stratégie de transformation de déchets en bioénergie. Il s'agit de convertir les déchets de sciure de bois et de la jacinthe d'eau en biocarburant. L'initiative vise à réduire la fumée et les gaz dangereux des foyers à travers l'utilisation d'un simple gel. Emmanuel Milimono. Produire du carburant pour les besoins domestiques tout en respectant l'environnement, cela est bien possible au Nigeria. Cette usine produit du biogel avec des ressources comme la sciure de bois et la jacinthe d'eau, tous deux facilement disponibles au niveau local.
Le procédé vise à limiter la consommation des ressources non renouvelables et surtout réduire la fumée lors des cuissons. Plus de la moitié des processus de production d'éthanol qui existent actuellement sur le marché sont à base de composants alimentaires. Le nôtre est de la biomasse extraite de la jacinthe d'eau et de la sciure de bois. Nous ne le traitons pas à partir du manioc, du maïs ou de la canne à sucre comme beaucoup d'autres entreprises le font. Ce procédé a débuté en 2011 grâce à une société écologique locale appelée l'énergie verte et les biocarburants. Les promoteurs des carburants reconnaissent qu'il s'agit bien de sources renouvelables pouvant aider à lutter contre le changement climatique. Les déchets de sciure de bois utilisés pour générer ce gel proviennent des scieries locales. La jacinthe d'eau est quant à elle une mauvaise herbe couvrant de vastes surfaces d'eau en Afrique. Pour les promoteurs de cette forme d'énergie, trouver des solutions créatives à des défis environnementaux locaux est une passion. Je crois que nous pouvons créer un monde vert, propre et durable. Ceci est ma contribution et ma façon d'investir mon argent pour travailler, mais aussi le genre d'héritage que je veux laisser derrière moi. Donc, je m'efforce d'enseigner aux jeunes les moyens par lesquels ils peuvent investir, faire des affaires, se conduire et bien sûr comment vivre dans un environnement propre et vert. Plus de 350 000 ménages ont adopté l'utilisation de ces biogels. La société dispose de 45 000 distributeurs qui travaillent au Nigeria, au Ghana et au Bénin. Le produit est bien accueilli sur le marché, si bien que la demande est supérieure à la capacité de production de l'usine. Les innovateurs espèrent pouvoir l'exporter partout sur le continent afin qu'il soit utilisé comme carburant alternatif en aidant à répondre aux besoins croissants en énergie du continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.